L'équipe angolaise a vaincu l'équipe nationale malgache dans le dernier quart-temps avec un score de 84-77. L'équipe de Bill n'ira pas en demi-finale. Damadjian Arced, un candidat présenté par le groupe Irvovan Madagascar, et Zafmiar Marcelin, un candidat présumé indépendant sans les représentants de l'Assemblée nationale à la Haute Cour constitutionnelle à l'issue de l'élection qui s'est tenue ce jour. Les tirs palestiniens de roquettes ont repris sur Israël ce vendredi matin après le cessez-le-feu de 72 heures. Le Hamas s'est opposé à une prolongation de la trêve et considère que la délégation israélienne refuse de répondre à ses doléances. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en version française. À la une ce jour, l'équipe angolaise a vaincu l'équipe nationale malgache dans le dernier quart-temps avec un score de 84-77. L'équipe de Bill n'ira pas en demi-finale. Les 4500 billets d'entrée de 5000 arrières pour le quart de finale de l'Afrobasket U18 ont été épuisés en 2 heures de temps. Le nombre de billets achetés par personne n'a pas été limité. Les abords du gymnase couvert de Mamas se sont transformés en un marché de revente où les tickets ont triplé, voire quadruplé ce valeur, comme au Brésil lors du mondial de football. Reportage. Les matchs du quart de finale de l'Afrobasket U18 se sont passés aujourd'hui. Vers 8 heures du matin, la file a été longue pour les acheteurs de billets. Ce commerce devenu un business lucratif. Les 4500 billets d'entrée ont été épuisés à midi si la vente a commencé vers 10 heures du matin. Si avant midi, les billets étaient vendus à 5000 AGH, des personnes les vendaient par la suite à 15 000 AGH. Une situation se reproduit chaque année, explique Julio Rakutumanen, un fan de basket venu soutenir l'équipe nationale. Face à cette situation, jusqu'à la fin de cet Afrobasket, Lionel Rabenagiv, vice-président de la Fédération Malagas Basketball, affirme qu'aucune mesure ne peut être prise. Il suffit juste d'arriver un peu plus tôt, ajoute-t-il. En tout cas, les billets vendus pour la demi-finale et la finale seront toujours au nombre de 4500 par match. Le prix des billets au guichet resteront également à 5000 AGH. À l'issue des 6 jours de match, près de 135 millions d'arières seront donc engrangés. Et puis sur le plan politique, Damadjian Arced, un candidat présenté par le groupe Irvovan Madagascar, et Zafmiar Marcelin, un candidat présumé indépendant, sont les représentants de l'Assemblée nationale à haute cour constitutionnelle à l'issue de l'élection qui s'est tenue ce jour. Les membres de la haute cour sont sous le feu de l'attention des observateurs. Ils ont un rôle capital dans la procédure de destitution du président si la haute cour de justice n'est pas mise en place. Regardez. Grosse surprise à l'Assemblée nationale ce matin, 2 illustres inconnus émergent du lot des 28 candidats pour 2 fauteuils au palais d'Ambouda comme représentants de l'Assemblée nationale. Les noms de Damadjian Arced et de Zafmiar Marcelin n'ont attiré l'attention des observateurs ou des journalistes, ni figuré dans aucun exercice de pronostic médiatique. À première vue, la composition de la HCC met Eladon Armampian à l'abri d'une procédure de déchéance si la Haute Cour de justice n'est pas mise en place d'ici le mois de janvier 2015. Donné favori, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a disparu de la scène. Les 2 outsiders ont supplanté anciens ministres comme Jailan Salim qui s'est désisté ou Nelson William, magistrat ancien ministre de la fonction publique, aux magistrats comme Rabé José William, ancien secrétaire général du ministère de la Justice, ou Manzan Bienvenu, membre de l'ACENIT, Commission électorale nationale indépendante. Max Ramilson, président du Conseil d'État, sans compter Befourouak William, membre de la CES, Cour électorale spéciale, un candidat a retiré sa candidature à la dernière minute. Il s'agit du candidat numéro
numéro 9, Taylan Salim, l'ancien procureur de Toulia, Zafmiar Marcelin et Damandian Arcet se présentant comme candidat du HVM, parti présidentiel, ont décroché le gros lot. À part la HVM, des candidats ont représenté le MAPAR, Milavouz Indjias, le président du groupe parlementaire Malagas Miadamiang, dément que son parti ait présenté un ou des candidats. À part l'élection des représentants de l'Assemblée nationale, celle du Conseil supérieur de la magistrature a également eu lieu. Il ne reste plus que 2 fauteuils vacants qui doivent attendre l'élection des sénateurs, une élection soumise à l'élection des maires et à l'adoption des lois y afférentes. La prochaine session extraordinaire se tiendra au plus tard le 20 août prochain. L'ordre du jour portera sur les propositions de loi sur les collectivités décentralisées qui ont été retirées de cette session de 12. 8 propositions ont été votées à Timbazaz. La 5e session extraordinaire a été clôturée cet après-midi à Timbazaz. Les détails. 8 propositions de loi ont été votées à l'Assemblée nationale durant ces 12 jours de réunion. Celles sur les collectivités décentralisées et le découpage territorial ont été retirées de l'ordre du jour. Selon nos sources, elles seront de nouveau étudiées au sein des commissions lors de la prochaine session extraordinaire. La prochaine réunion doit donc avoir lieu d'ici le 20 août prochain. Les lois de finances rectificatives figurent parmi les priorités de la 5e réunion extraordinaire, malgré les critiques portées sur l'Assemblée nationale. Le président de cette institution se félicite de leur réalisation. Il rajoute que toutes les lois approuvées à Timbazaz sont aussi importantes pour la population, les unes que les autres. Jean-Max Rakout-Mamounzi invite tout un chacun de juger les députés non par leur façon de procéder, mais par leur réalisation. Lors de la clôture de cette session extraordinaire, Jean-Max Rakout-Mamounzi a fait savoir que les parlementaires recevront bientôt des formations sur la lecture des lois et des propositions. La cérémonie de clôture a été honorée par une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre. Toujours dans la page politique, la qualification du HVM comme groupe parlementaire HVM suscite des interrogations. Le MAPAR a haussé le ton cette semaine sur son anticonstitutionnalité. Mais si le HVM, le parti présidentiel, n'est pas un parti légalement constitué au terme de la Constitution, le MAPAR pro-Raduel ne l'est pas non plus. La guerre sur la fameuse question de la majorité parlementaire revient sur le tapis. Formellement prohibé par l'article 72 de la Constitution, les députés ne peuvent changer de camp au nom duquel ils se sont fait élire. La Haute Cour constitutionnelle n'a jamais précisé nommément le parti ou le groupement de partis pouvant targuer de leur qualité de majorité parlementaire pour désigner la personnalité que le président nommera Premier ministre. Résultat des courses, Koul Roger est devenu chef de gouvernement quand les députés indépendants ont effectué des sauts de puce pour s'accrocher aux grosses formations. Qui vers le MAPAR, qui vers le HVM après s'être agglomérés dans des formations conjoncturelles comme UDI ou Union des députés indépendants dont on n'a plus entendu parler comme GPS ou groupe parlementaire spécial, un contrôle de constitutionnalité de l'article 72 où une demande d'avis favorable de la HCC aurait dû précéder la constitution du groupe parlementaire HVM. Des ambiguïtés tournent autour de l'application de la loi et nécessitent des éclaircissements de la part de la HCC et de la présidence d'après le juriste Firian Ranis. Le député Hatchefnjaz Jerry, de son côté, a souligné la légalité du groupe parlementaire HVM. L'Assemblée nationale compte actuellement 11 groupes parlementaires. Les Verts, le Leader Fanil ou le VPM Malagas Miaramieng sont les seuls à garder leur unité et leur solidarité. 3 dissidents se réclament toutes du MAPAR pro-Raduel d'origine. Le HVM reste tout aussi trouble. La HCC doit clarifier les choses. Et puis la taxation des poussins d'un jour à 20% aura des répercussions sur le prix des volets sur le marché local. Des tractations entre les éleveurs et les commerçants sont en cours en vue d'éviter la hausse de prix. On ignore si les recettes fiscales gagnées sur le filière poussin seront affectées à la caisse du ministère ou à la trésorerie générale, étant donné que le ministère de l'élevage compte parmi les 5 ministères les plus dépensiers. Reportage.
Les poussins d'un jour seront taxés à 20%, le prix d'un poussin qui est actuellement à 2100 arrières si les poules pondeuses valent 3200 arrières. Jusque-là, cette taxation n'a pas encore de répercussions sur le prix des poulets de chair sur le marché. D'après les informations reçues auprès du ministère des Finances, cette taxation fait suite d'une demande des acteurs économiques du secteur. Après le ministère de l'Enseignement et le ministère de la Santé publique, les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage font partie des ministères qui pèsent lourd sur le budget général de l'État. Mais ce point ne se traduit pas au niveau des recettes. Les impôts et les taxes sont les seuls revenus de l'État malgache. Depuis le mois d'avril, le ministère de la Pêche a engrangé 6 milliards d'arrières, vient par la suite le ministère de l'Élevage avec 300 millions d'arrières et enfin le ministère de l'Élevage avec 3 millions d'arrières. Des recettes qui sont loin d'être en rapport avec ce que ces ministères coûtent au budget de l'État. En matière d'artisanat, les avantages commerciaux tirés des marchés régionaux ne sont pas tangibles. Afin de promouvoir la filière, la foire intitulée Vauch est organisée à Tamatave du 21 au 23 août prochain. La recherche de nouveaux débouchés reste le principal problème du développement de l'artisanat. C'est un reportage d'Elda Snzou. La levée de l'embargo cette année sur l'exportation des produits dérivés de crocodile a particulièrement valorisé le secteur de l'artisanat. La recherche de nouveaux modèles contribue pour beaucoup dans l'augmentation du chiffre d'affaires d'un secteur. Cet artisan s'inspire par exemple des modèles parus dans les sites. Ils conçoivent ensuite le prototype pour le lancement des nouveaux produits. C'est seulement après qu'ils multiplient et diversifient ces produits. D'après les estimations, les produits artisanaux en cuir apportent 25 à 55% de bénéfices. Ce secteur assure jusqu'à 45% des ressources financières des familles vivant de l'artisanat, selon les statistiques de la Chambre du commerce et de l'industrie. La qualité des produits, la créativité et la disponibilité de la matière première sont en principe les facteurs de la hausse de leur chiffre d'affaires. Peu d'artisans ont les moyens nécessaires pour développer leur production. C'est la raison pour laquelle le projet Prospérer offre son appui à la promotion de l'artisanat à Madagascar. 70 000 artisans ont bénéficié d'une formation technique depuis le lancement du projet. Les derniers chiffres révèlent que 2000 personnes sont sorties de la précarité grâce au développement de leur activité. On veut de renforcer ces acquis. Une foire est organisée du 21 au 23 août prochain à Tamatave. Madagascar compte actuellement 2 millions d'artisans. Ce secteur contribue près de 15% du produit intérieur brut de Madagascar. Le malgache Rakudzaf, 96 ans, figure parmi les 140 combattants survivants de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie actuellement. Plus de 5112 Malagasy ont péri durant la guerre de 1939 à 1945. Rakudzaf, accompagné par un de ses petits-fils, représentera Madagascar lors de la célébration du 70e anniversaire du débarquement de Provence qui sera célébré à Toulon le 15 août prochain. Les explications. Le 14 août, c'est le premier grand rendez-vous. Il y a une réception à l'hôtel de Brienne. L'hôtel de Brienne, c'est en fait le lieu de résidence du ministère de la Défense. C'est un hôtel particulier qui a été construit au XVIIIe siècle. Bon, ça présente vraiment très bien. Il y a une très très belle réception qui va regrouper tous les vétérans qui ont pu se déplacer. Il y aura une remise de décoration et 20 d'entre eux, a priori, seront décorés d'un ordre national français. Ce 15 août, ils quittent Paris. Ils embarqueront sur le porte-avions Charles de Gaulle. Sur le porte-avions, ils partent en haut large et ils passent la journée sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et on passe aux actualités internationales. Vendredi matin, aujourd'hui donc, l'armée israélienne a affirmé que 2 roquettes avaient été tirées à l'aube depuis la bande de Gaza contre le sud d'Israël à l'expiration du cessez-le-feu. Déclaration aussitôt démentie par le Hamas. Quant aux civils palestiniens, ils étaient des milliers à fuir leur maison ce vendredi par peur de nouvelles frappes alors que des drones israéliens survolaient l'enclave palestinienne à l'expiration de la trêve. Première victime aujourd'hui, un petit garçon. C'est un reportage de France 24.
D'accord dans les négociations indirectes menées en Égypte, le cessez-le-feu n'a été que de courte durée. Les tirs de roquettes du Hamas sont repris ce vendredi matin. Ils ont notamment visé Ashkelon dans le sud d'Israël. Comme annoncé, l'État hébreu a répliqué par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. Pour Israël, le Hamas en est le seul responsable. Nous avons redéployé nos troupes hors de la bande de Gaza. Nous avons mis fin à nos opérations offensives contre les terroristes. Nous n'avons adopté qu'une posture défensive le long de notre frontière. Mais le Hamas ce matin a ouvert le feu sur notre population. Ils s'en sont pris de manière indiscriminée à des hommes, des femmes et des enfants. Tirs de roquettes contre frappes israéliennes, le scénario se répète inlassablement et l'espoir d'une trêve durable et rapide s'éloigne encore un peu plus. Alors ils sont des milliers de Palestiniens à quitter désormais leur maison dans l'est de Gaza, craignant des représailles sanglantes. Le cessez-le-feu s'est terminé. Israël et le Hamas sont menacés. On n'a pas d'endroit où vivre puisque notre maison a été détruite. Nous avons fui notre maison parce que le cessez-le-feu a pris fin. Les enfants pleurent et ont peur. Ils disent « Maman, on veut fuir ». Ils ont peur de ce qu'ils ont vu. Des enfants morts et des maisons détruites. Depuis le début de l'opération israélienne, il y a près d'un mois, quelques 1900 Palestiniens ont trouvé la mort et plus de 60 soldats israéliens ont été tués. L'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest est un événement exceptionnel et constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS. Une réponse internationale coordonnée est essentielle pour arrêter et faire reculer la propagation internationale d'Ebola, déclare l'OMS dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de 2 jours de son comité d'urgence. C'est toujours un reportage de France 24. L'épidémie est une urgence de santé publique de portée mondiale. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le décrète. Et pour arrêter la propagation d'Ebola, l'Afrique de l'Ouest a besoin d'une réponse internationale. Les pays affectés par le virus Ebola aujourd'hui n'ont simplement pas la capacité de faire face à l'épidémie tout seuls. J'incite la communauté internationale à les aider de toute urgence. Cette épidémie sans précédent a déjà fait près de 1000 morts au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. L'OMS a encouragé les pays touchés à décréter l'état d'urgence. C'est déjà le cas en Sierra Leone et au Libéria, où des mesures exceptionnelles ont été prises. Plusieurs villes situées dans les zones contaminées ont été placées en quarantaine. Les routes ont été barrées. Des militaires mènent la garde. Impossible de se déplacer. Pour l'instant, nous ne pouvons même pas passer pour nous ravitailler en eau de l'autre côté. Depuis jeudi, certains d'entre nous n'ont pas d'eau pour boire ou pour se laver. Mécontentement du côté des populations, mais également au sein du personnel médical au Libéria. Il menace de se mettre en grève si le gouvernement ne lui fournit pas le matériel nécessaire pour lutter contre le virus Ebola. Jusqu'à aujourd'hui, aucun vaccin n'a été trouvé pour éradiquer cette fièvre hémorragique dont le taux de mortalité est compris entre 50 et 90%. Et puis restez avec nous sur Cool TV, Afrobasket et Mikulwef avec Enka Zarakutmanatsu juste après ce journal, suivi de 2 films, Dom Hemingway avec Jude Law, un film comédie policier, et suivi de Sanitarium, un film frisson, cette fois-ci avec Malcolm McDowell. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui l'a préparée. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.